Je me gare dans l'allée de ma modeste maison à Rennes, mon corps lourd du poids d'une garde de 12 heures aux urgences. 3 arrêts cardiaques, un enfant avec un bras cassé, et un homme qui a avalé son dentier. Ma blouse sent l'antiseptique et la sueur. Tout ce que je veux, c'est une douche chaude et 8 heures de sommeil ininterrompu. Le soleil couchant dort notre rue tranquille en lumière ambrée. Madame Dubois arrose ses dahlias primés de l'autre côté de la rue, levant sa main ridée dans un salut familier. Je lui rends son salut, forçant un sourire fatigué. Quelque chose me tracasse au coin de mon esprit en regardant ma maison. Les rideaux. Les rideaux du salon ont disparu des fenêtres. Bizarre. Maman les a probablement lavés. Encore. Ces frénésies de nettoyage s'intensifient toujours quand papa fait un nouvel investissement. Je sors de ma vieille Renault, balance mon sac à dos sur mon épaule et traîne mes pieds sur le chemin. Le gnome en pierre que papa a acheté dans un vide-grenier il y a 5 ans sourit toujours de son sourire ébréché près des marches. Je cherche mes clés dans ma poche, déverrouille la porte et entre. L'écho creux de mes pas m'arrête net. Maman? Ma voix rebondit sur des murs nus. Papa? Rien. Le salon est complètement vide. Pas de canapé où papa regardait le football tous les dimanches. Pas de table basse avec la collection d'oiseaux en céramique de maman. Pas de photos de famille accrochées à la rampe de l'escalier. Pas même le horrible fauteuil marron que mon frère, Antoine, a insisté pour garder quand il a déménagé. Juste. Rien. Mon cœur bat la chamade tandis que je traverse la maison. Cuisine vide. Salle à manger vide. Les chambres à l'étage toutes vides. Ma chambre d'enfant où les marques de taille suivaient encore ma croissance sur l'encadrement de la porte est dépouillée. L'armoire de la salle de bain où j'avais caché des tampons d'urgence et du Doliprane est vidée. Ils ont tout pris. Chaque meuble, chaque casserole, chaque photo de famille, même le rideau de douche. De retour dans l'entrée, quelque chose attire mon œil. Une seule enveloppe blanche repose au centre du parquet, illuminée par un rayon de soleil couchant. Mes doigts tremblants déverrouillent le seau. À l'intérieur, une seule feuille de papier. L'écriture de maman, penchée et hâtive. Merci d'avoir réparé notre crédit, raté. On déménage à Toulouse avec Antoine. Ne nous appelle pas. Mes jambes lâchent. Je m'effondre sur le sol, le parquet froid pressant mes genoux. Une vague de nausée me submerge alors que la vérité s'impose. Ils m'ont abandonné. Pire, ils m'ont volé. Mon téléphone vibre dans ma poche. Un message automatique d'un agent immobilier. Félicitations pour la mise en vente réussie de votre propriété au 12 rue des Lilas. Nous prévoyons une clôture dans les 30 jours. La pièce tourne. Ils vendent ma maison. Ma maison. Il y a 7 mois, j'ai dormi dans ma voiture après ma rupture avec Cédric. 3 ans ensemble, et il m'a mise à la porte sans nulle part où aller. J'économisais chaque sou pour un nouvel appartement, déterminé à me reconstruire. Puis maman a appelé à 2 heures du matin, en sanglots. On est sur le point de perdre la maison, a-t-elle gémi. Ton père a fait de mauvais investissements. On doit 325 000 €. Ma maison d'enfance. Les encadrements de porte avec les marques au crayon de ma croissance. Le jardin où papa m'a appris à attraper une balle de baseball. La cuisine où maman m'a montré comment faire sa fameuse tarte aux pommes. Disparu. Et l'argent que mémé a laissé? J'ai demandé. Le silence a plané entre nous. L'héritage qui aurait dû être partagé entre Antoine et moi. L'argent qui a mystérieusement disparu dans l'échec de la discothèque d'Antoine. C'est parti, a murmuré maman. Malgré la colère qui bouillonnait en moi, je ne pouvais pas les laisser tout perdre. Je vais aider, ai-je promis. J'ai fait des doubles quarts à l'hôpital de Rennes jusqu'à ce que mes pieds gonflent et que mon dos hurle. J'ai vidé mes cartes de crédit. Annulé mon assurance dentaire. Mangé des nouilles instantanées 5 soirs par semaine. Tout pour les sauver. Tandis que je vidais mon compte épargne, la page Facebook de mes parents se remplissait de photos souriantes. Triomphe familial sur les problèmes financiers, a posté maman, sous une photo de trinquant au champagne.
Ils ont organisé un dîner somptueux pour me remercier, mais ont passé la soirée à s'extasier sur la nouvelle idée d'entreprise d'Antoine, comme si son premier échec n'avait jamais eu lieu. Je me suis assise à cette table de dîner, les regardant rire et célébrer, et la vérité m'a frappée comme un choc de défibrillateur. J'ai tout donné pour les sauver, et ils agissent comme s'ils s'étaient sauvés eux-mêmes. Cette nuit-là, j'ai fait des recherches sur les droits de propriété jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'ai interrogé l'avocat de la famille sur les options de refinancement quand papa n'était pas là. Puis j'ai agi. J'ai demandé à mes parents de signer des documents de refinancement qui étaient en fait un acte de cession. Les yeux de maman ont vacillé de doute avant qu'elle ne signe. Cela met tout à ton nom temporairement, ai-je expliqué. À des fins fiscales. Elle a hoché la tête, le stylo en suspens. Tu nous le rendras ? Bien sûr, ai-je menti. Maintenant, assise sur le sol nu de ma maison vide, cette décision me semble à la fois stupide et clairvoyante. Ils ont essayé de vendre ma maison mais je les ai déjoués. Mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS d'Antoine. Maman dit que tu refais du théâtre. Encore. Je regarde son message, puis les pièces vides autour de moi. Du théâtre ? Ils ont volé tout ce que je possède, sauf la blouse sur mon dos. Le soleil se couche sous l'horizon, me laissant dans l'obscurité. Mais alors que je suis assise dans les ombres grandissantes, quelque chose change en moi. Le poids de la trahison se cristallise en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé. Cette maison est à moi. Et ils ont fait une terrible erreur. Le lendemain matin, la lumière filtre à travers les fenêtres nues alors que je suis assise en tailleur sur le parquet, entourée de papiers éparpillés. Le sommeil est venu par courtes bouffées la nuit dernière, mon esprit parcourant les possibilités tandis que mon corps se recroquevillait inconfortablement sur la banquette arrière de ma Renault. La maison me semblait trop vide, trop creuse pour y rester. Mais je suis de retour maintenant, déterminée à comprendre. Je feuillette le courrier ramassé sur le comptoir de la cuisine, des factures adressées à mes parents, des prospectus et une épaisse enveloppe de l'agence de la baie que mon père a dû oublier dans leur déparatif. Mes doigts tremblent alors que je l'ouvre. Contrat final et instruction de clôture indiquent la lettre de couverture. Mon estomac se serre alors que je parcours les dates. Le contrat a été signé il y a 3 semaines pendant que je travaillais de nuit, pendant que je leur apportais des courses pendant mes jours de repos, pendant qu'ils souriaient et me disaient que les choses s'amélioraient. Mon téléphone vibre avec une notification Facebook. Ma mère a posté une photo d'elle, de mon père et d'Antoine devant une modeste maison de plain-pied, les bras liés et souriant largement. Nouveau départ en Occitanie, enfin libre, lit la légende, suivi d'émojis de drapeau français. L'horodatage indique il y a 4 heures. Ma gorge se serre alors que je glisse vers la photo suivante, Antoine tenant un trousseau de clés, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. La section des commentaires déborde de félicitations de parents et d'amis de la famille qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. Le contrat de vente entre mes mains raconte toute l'histoire. Prix de vente, 450 000 €. Acompte déjà reçu, 10 000 €. Clôture prévue la semaine prochaine, 450 000 €. Près du double de ce que j'ai payé pour sauver cette maison, de l'argent qu'il prévoit de prendre en me laissant sans rien. Salve autour, je murmure, ma voix résonnant dans la pièce vide. Je disperse les papiers sur le sol, créant une chronologie de la tromperie. Mon père, autrefois expert comptable respecté, a commencé à jouer il y a 5 ans après avoir perdu son poste au cabinet. Les petits paris sont devenus plus importants, les cartes de crédit se sont épuisées, les prêts contractés sur la maison, son frère, l'oncle Philippe, le couvraient lors des réunions de famille, balayant les inquiétudes d'un Jacques à juste une mauvaise passe. Ma mère, toujours soucieuse de maintenir l'image de la famille parfaite, a redécoré le salon 3 fois l'année dernière, même si leurs finances s'effondraient. Ces réseaux sociaux restaient une galerie soignée du bonheur familial, chaque publication plus fabriquée que la précédente. Et Antoine, mon estomac se tord en pensant à mon jeune frère, l'enfant doré qui ne pouvait rien faire de mal. L'échec de sa discothèque a englouti l'héritage de ma grand-mère, mais il est resté innocent. Il trouve juste sa voie, disait ma mère, pendant que je travaillais 60 heures par semaine à l'hôpital. Mon téléphone vibre à nouveau. Un SMS de Chloé, la petite amie d'Antoine depuis 2 ans. C'est vrai que tu es sans abri maintenant ?
Antoine dit que tu dramatises le déménagement. Avant que je ne puisse répondre, un autre SMS arrive, celui-ci de Léa, ma collègue des urgences. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, la chambre d'amis est à toi si tu en as besoin, pas de précipitation pour partir non plus. La gentillesse me prend au dépourvu, faisant monter des larmes inattendues à mes yeux. Un coup à la porte d'entrée me surprend. Madame Dubois se tient sur le porche, ses cheveux argentés captant la lumière du matin. Elle tient une petite boîte dans ses mains marquée par le temps. Je les ai vus charger le camion à minuit, dit-elle, sa voix basse de désapprobation. Ils ont dit à tout le monde que tu avais approuvé la vente, que tu les rejoindrais à Toulouse le mois prochain. Elle me tend la boîte. J'ai vécu à côté pendant 30 ans, Hélène. Je sais quand quelque chose ne va pas. À l'intérieur de la boîte, je trouve des photos de famille, que Madame Dubois avait empruntées après avoir vu Antoine les jeter dans une benne à dons. L'agent immobilier m'a appelé ce matin, continue-t-elle, elle m'a demandé des nouvelles de la situation familiale. Je lui ai dit qu'elle devrait vous parler directement. Comme si mes mots l'avaient invoqué, mon téléphone sonne d'un numéro inconnu. L'assistante de l'agent immobilier, appelant pour vérifier les détails de la vente en cours. Il semble y avoir une divergence concernant le titre de propriété, explique-t-elle, sa voix professionnellement neutre. La propriété a été transférée uniquement à Hélène Dubois, il y a 7 mois. Les vendeurs actuels ne sont pas inscrits sur l'acte. Un poids se lève de ma poitrine alors que je la remercie et raccroche. L'acte de cession a fonctionné. La maison est légalement mienne. Mon soulagement momentané est brisé lorsque mon téléphone vibre avec une notification de message vocal. La voix de mon père remplit la pièce, pâteuse de colère. Tu ferais mieux de ne pas nous gâcher ça. On a besoin de cet argent. Tu nous dois ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Je supprime le message. Mes mains sont calmes maintenant. Les enjeux n'ont jamais été aussi clairs. Mes cartes de crédit sont au maximum à force d'avoir sauvé cette maison. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. S'il conteste l'acte de cession, je pourrais tout perdre. Sans logement stable, mon poste à l'hôpital pourrait être compromis. L'assiduité et l'apparence comptent dans le domaine de la santé. L'agent immobilier rappelle 1 heure plus tard, son ton nettement plus froid que celui de son assistante. Mademoiselle Dubois, nous avons terminé la recherche de titre. La vente ne peut pas se poursuivre sans votre autorisation en tant que propriétaire légal. Nous avons gelé la transaction en attendant des éclaircissements. Merci, je réponds, surprise par le calme dans ma voix. Ce soir-là, Léa arrive avec un matelas gonflable, un sac de plats à emporter et une étreinte féroce. Juste le temps que tu te remettes sur pied, dit-elle, m'aidant à gonfler le matelas dans ce qui était ma chambre. Alors que la nuit tombe, je reste éveillée à fixer le plafond. La maison craque et s'installe autour de moi, des sons familiers de l'enfance qui semblent maintenant différents. Ce vide, cette trahison, devrait me briser. Au lieu de cela, je sens quelque chose durcir en moi, comme du béton qui prend. Ils voulaient vendre ma maison et disparaître avec l'argent, mais je les ai déjoués. Demain, je commence à reconstruire. Pas seulement les meubles et les installations, mais des limites qui auraient dû être en place il y a des années. Je ferme les yeux, étonnamment en paix dans ma maison vide. Elle est à moi maintenant. Vraiment à moi. Et ils ont fait une terrible erreur. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonne pour la 8e fois aujourd'hui. Antoine encore. Je pense à le faire taire, mais quelque chose me pousse à regarder. Maman fait des crises d'angoisse à cause de toi. Arrange ça, maintent. Je jette mon téléphone sur le matelas gonflable où je dors depuis 1 semaine. Il y a 3 jours, c'était la tension de papa est au plus haut. Hier, tu es en train de déchirer cette famille. Le goutte-à-goutte constant de la culpabilité est devenu un bruit blanc. La sonnette retentit. Par le Judas, j'aperçois le crâne dégarni de l'oncle Philippe et son sourire forcé. Sa Mercedes est au ralenti dans mon allée, le moteur tournant comme s'il s'attendait à ce que ce soit rapide. Hélène, ma chérie, il appelle à travers la porte. Je veux juste te faire entendre raison. Je ne réponds pas. Après 10 minutes de coups de plus en plus agités, il laisse une carte de visite coincée dans l'encadrement de la porte avec une note.
Tes parents t'ont mieux élevé que ça. Plus tard, en parcourant Facebook, mon estomac se serre. Le dernier post de maman a 57 commentaires. Priez pour les parents qui ont des enfants ingrats. Les problèmes de santé mentale peuvent déchirer les familles. S'il vous plaît, respectez notre vie privée pendant cette période difficile. Les commentaires vont de la sympathie au soupçon. Reste forte, Sophie. De ses amis du club de lecture. Qu'est-il arrivé avec Hélène? Des gens qui me connaissent vraiment. Mon doigt hésite sur le bouton « Répondre », mais je ferme l'application à la place. Ils ont contrôlé le récit toute ma vie. Plus maintenant. Le lendemain matin, le soleil traverse la fenêtre de ma chambre alors que je prépare mes vêtements. Pas de blouse aujourd'hui. Une chemise blanche impeccable, un pantalon de tailleur marine et les boucles d'oreilles en perles que m'a laissé ma grand-mère. Professionnel. Autoritaire. Le miroir reflète quelqu'un que je reconnais à peine. Épaules en arrière, menton levé, yeux clairs et déterminés. Le bureau du notaire sent le papier photocopié et le café. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillent légèrement quand je donne mon nom. Mademoiselle Dubois? Nous ne vous attendions pas avant 10 heures. Je préfère être en avance. Ma voix semble plus assurée que je ne le ressens. Monsieur Leroy, le notaire, me serre fermement la main. Les murs de son bureau sont tapissés de photos de famille et de trophées de pêche. J'ai examiné vos documents, dit-il, désignant le dossier sur son bureau. L'acte de cession est en ordre. Vos relevés de paiement sont remarquablement bien organisés. J'ai appris à garder les reçus, dis-je, le coin de ma bouche se levant légèrement. Il hoche la tête, m'observant. Je n'ai jamais vu quelqu'un de votre âge aussi préparé. La plupart des gens 2 fois plus âgés que vous ne comprennent pas ces transactions. La nécessité est un excellent professeur. Son imprimante ronronne, produisant le document pour lequel je me suis battue. Ceci le confirme, mademoiselle Dubois. Vous êtes désormais la propriétaire légale enregistrée. La tentative de vente a été annulée. Mes doigts picotent alors que je touche le papier. À moi. Vraiment à moi. Monsieur Leroy se racle la gorge. Vos parents ont demandé une conférence téléphonique. Ils sont assez insistants. J'imagine. Le haut-parleur grésille. La voix de papa remplit la pièce, déjà à mi-phrase. Complètement déraisonnable. Nous l'avons élevé, nous lui avons offert un toit pendant des années. Monsieur Dubois. Monsieur Leroy l'interrompt. J'ai votre fille avec moi. Nous sommes en haut-parleur. Un moment de silence stupéfait. Puis la voix de maman, tremblante d'une vulnérabilité feinte. Hélène, ma chérie. Comment as-tu pu nous faire ça? Après tout ce que nous avons sacrifié. Madame Dubois. Monsieur Leroy intervient. La documentation est très claire. Votre fille a payé 325 000 € pour éviter la saisie de la propriété. Vous et votre mari avez signé un acte de cession transférant la propriété. Elle nous a trompés, la voix de papa s'élève. Elle a dit que c'était des documents de refinancement. L'acte est clairement intitulé « Monsieur ». Il porte vos signatures notariées. C'est absurde, je vais vous poursuivre. Sur quelle base, papa? Ma voix me surprend même. Calme, presque douce. La maison est à moi. La vente est nulle. Et vous m'avez laissé avec rien d'autre que des murs. Maman commence à pleurer. La bande-son familière de mon enfance chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais Monsieur Leroy se contente de me glisser une boîte de mouchoirs, insensible au son provenant du haut-parleur. Cette conversation est terminée, dis-je, appuyant sur le bouton de fin d'appel. En marchant dans le couloir de l'hôpital ce soir-là, Léa se met à mon pas, la cavalerie arrive à 6 heures, dit-elle. Michel de la radiologie a un camion. Emma apporte son vieux canapé. J'ai des ustensiles de cuisine. Ma gorge se serre. Vous n'avez pas à. Essaie de nous arrêter, dit-elle, me cognant l'épaule de la sienne. Au coucher du soleil, mon salon est meublé. Pas des pièces assorties d'un showroom, mais un assortiment hétéroclite de dons. Un canapé vert forêt, une table basse rayée,
des chaises de salle à manger dépareillées, plus que je n'en avais hier. Madame Dubois apparaît à ma porte avec une boîte en carton. Je les ai empruntées pour les garder en sécurité, explique-t-elle, révélant des photos de famille encadrées. Quand je les ai vues tout chargées, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Plus tard, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. La voix de Chloé parvient, chuchotée et urgente. J'ai quitté Antoine, dit-elle sans préambule. Ils ont planifié ça pendant des mois, Hélène. Antoine m'a montré des SMS de l'hiver dernier. Je ne peux pas rester avec lui sachant ce qu'ils t'ont fait. Je m'enfonce dans mon nouveau vieux canapé. Tu vas bien? Ne devrais-je pas te demander ça? Elle rit, un son creux. Je loge chez ma sœur. Écoute, j'ai sauvegardé certains de ces SMS. Je te les transférerai. Le docteur Dubois m'attrape entre deux patients le lendemain. J'ai approuvé votre demande de quart supplémentaire, dit-il. La majoration pour jour férié devrait vous aider à reconstituer votre pécule. Merci. Je gère, retenant des larmes inattendues. Après le travail, je me rends à la quincaillerie et achète de nouvelles serrures. Le claquement métallique du pêne dormant qui se met en place sonne comme une victoire. L'installation du système de sécurité prend 3 heures. Des caméras couvrant chaque entrée. Des détecteurs de mouvement. Un panneau près de la porte de ma chambre. Dans l'ancienne chambre d'Antoine, je passe une peinture vert écume de mer sur les posters de basket-ball qu'il n'a jamais pris la peine d'enlever. La couleur me rappelle la côte bretonne, où j'allais seule réfléchir pendant mes études d'infirmière. À chaque coup de pinceau, je récupère un pouce d'espace. La dernière tâche est la plus difficile. Le portrait de mariage de mes parents a été accroché au-dessus de la cheminée toute ma vie. Je le retire délicatement, enveloppant le cadre dans un vieux t-shirt avant de le placer dans le grenier. À sa place, j'accroche une photographie du coucher de soleil sur la ville de Rennes, la vue que je vois en rentrant chez moi après mes nuits de garde. Le début de quelque chose de nouveau. Reculant, j'inspecte ma maison. Plus vide. Pas volée. La mienne. Mon téléphone vibre avec un autre SMS d'Antoine. Je le supprime sans le lire et éteins les lumières, montant les escaliers jusqu'à ma chambre. Pour la première fois depuis des semaines, je dormirai sans rêve de pièces vides et d'avenir volé. Mon téléphone vibre à 3 heures du matin. Je l'ignore, mais quelques secondes plus tard, il vibre à nouveau. Et encore. Les notifications s'accumulent comme des feuilles d'automne, SMS, messages vocaux, alertes Facebook. Je plisse les yeux devant l'écran. Ma chambre est encore sombre, à l'exception de la lueur bleue et dure. Le nom de maman domine mes notifications. Je m'assois, le dos contre la tête de lit, et tape sur le message le plus récent. L'hôtel première classe coûte 89 € la nuit. On ne peut pas se permettre ça beaucoup plus longtemps. Ton père est hors de lui. Je fais défiler les messages précédents. Des plaintes concernant la chaleur de Toulouse. Les matelas bosselés du motel. Les personnages louches qui traînent sur le parking. Pas un mot sur le fait de m'avoir laissé avec rien d'autre que des murs. L'ironie me fait presque rire. Presque. Leur rêve d'une villa toulousaine financée par ma maison vide s'est heurté à la réalité. Les 450 000 € qu'ils attendaient n'arriveront jamais. Et leur valise hâtivement faite repose maintenant dans une chambre de motel bon marché avec des brûlures de cigarettes sur le tapis. Mon ordinateur portable est sur ma table de chevet. J'ouvre Facebook. Maman vient de poster une photo de coucher de soleil. Prendre le temps d'explorer l'Occitanie avant d'acheter la maison de nos rêves. Famille bénie. Nouveau départ. Les commentaires débordent d'encouragements joyeux de la part de parents éloignés et d'amis de l'église qui n'ont aucune idée de ce qui s'est réellement passé. 12 personnes ont déjà aimé. Le profil d'Antoine raconte une autre histoire. Ces mises à jour de statut sont passées de projets excitants à des plaintes à peine voilées. Marché de l'emploi plus difficile que prévu. Quelqu'un connaît-il quelqu'un qui embauche à Montpellier? Je ferme l'ordinateur portable sans répondre à aucun message. Qu'ils mijotent dans les conséquences qu'ils ont créées. La lumière du matin filtre à travers mes nouveaux rideaux alors que je me prépare pour mon quart.
Je suis restée délibérément silencieuse en ligne depuis leur départ, regardant leur récit s'effilocher sans mon interférence. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je suis prête. Je pose mon téléphone contre le comptoir de la cuisine et prends un selfie en blouse. Debout fièrement devant le mur du salon fraîchement peint. La légende vient facilement. Certaines choses gagnées ne peuvent jamais être enlevées. Reconnaissante pour cette maison et la communauté qui m'a soutenue à travers des défis inattendus. En quelques minutes, des commentaires apparaissent de voisins, de collègues, d'anciens camarades de classe. Ils ont entendu des rumeurs. Ils choisissent leur camp sans que je dise un mot. Si fière de toi, Hélène. Tes parents ont toujours été louches avec l'argent. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit, ma chérie. J'envoie un email avant de partir travailler. À papa. Objet, renvoi de courrier. J'ai décidé de garder la maison. Veuillez me communiquer votre nouvelle adresse pour tout courrier restant. Hélène. Court, simple, définitif. Quand je reviens de mon car 8 heures plus tard, mon téléphone contient un SMS de Chloé, la petite amie d'Antoine. Antoine a été viré hier. Ils ont découvert qu'il avait menti sur son expérience. Je réponds, tant mieux que tu aies déménagé chez ta sœur. Mais tu pourrais toujours revenir à Rennes. Elle ne répond pas, mais je sais que j'ai planté une graine. L'oncle Philippe appelle ce soir-là. Sa voix porte le poids de l'obligation familiale, tendue par la déception. Il demande à rester dans mon sous-sol, dit-il. Je ne peux pas refuser de la famille, mais Hélène, ce qu'ils t'ont fait. Fais ce que tu dois faire, oncle Philippe. Ton père dit qu'il y a encore une chance de vendre la maison et de partager l'argent. Il dit que tout le monde y gagnerait. Mon rire sonne creux même à mes oreilles. C'est ce que je pensais. Son soupir traverse les lignes. Ta mère a appelé tout le monde du vieux quartier. Les gens commencent à poser des questions. Leur image de famille parfaite s'effrite brique par brique. À Rennes. À Toulouse. Partout. Plus tard ce soir-là, le message vocal en larmes de maman remplit ma cuisine alors que je coupe des légumes pour le dîner. Chérie, s'il te plaît. Nous avons fait une terrible erreur. Nous avons juste besoin de rentrer à la maison. Ton père ne dort pas. Antoine nous reproche tout. S'il te plaît, rappelle. Je le supprime et continue de couper. L'email de papa arrive ensuite. Nous pourrions partager les bénéfices à 50-50e si tu vends maintenant. Le marché est porteur. Sois raisonnable, Hélène. Le SMS d'Antoine est moins diplomatique. Tu as détruit cette famille. Je me tiens à ma fenêtre de cuisine, regardant les étoiles apparaître au-dessus de mon jardin. Le jardin où papa m'a appris à lancer une balle de baseball. Le jardin où maman plantait des tulipes chaque printemps. Le jardin que je tondais chaque samedi pour gagner mon argent de poche. Mes doigts tapent une réponse à Antoine. Le jour où j'avais besoin d'un toit, tu m'as laissé sans abri. Maintenant, débrouille-toi comme j'ai dû le faire. Bloqué. Supprimé. Respirer. 3 jours plus tard, mon avocat appelle. Bonne nouvelle. Leur contestation légale de l'acte de cession a été rejetée. Le juge n'a même pas eu besoin d'entendre les arguments. La banque confirme ce que je sais déjà. Le prêt immobilier est uniquement à mon nom. La montagne de dettes de cartes de crédit que j'ai contractées pour sauver cette maison plane toujours. Mais chaque chèque de paie la réduit. Chaque quart supplémentaire me rapproche de la liberté. Ce soir-là, j'accroche un nouveau miroir dans l'entrée, à l'endroit où leur portrait de mariage dominait autrefois le mur. Mon reflet montre quelqu'un que je suis encore en train d'apprendre à connaître. Une femme qui a cessé de se consumer pour réchauffer les autres. La maison me semble différente maintenant. Plus petite, sans leurs attentes démesurées. Plus grande avec des possibilités qui n'appartiennent qu'à moi. Mon sacrifice financier a été énorme, mais il m'a sauvé d'une vie d'exploitation. Certaines leçons coûtent tout, mais vous apprennent votre vraie valeur. Et dans mon cas, c'est exactement le prix de cette maison. Un mois plus tard, la pluie tambourine contre mes fenêtres comme de petits points réclamant l'entrée.
Octobre à Rennes apporte des tempêtes qui emportent la chaleur persistante de l'été et exposent les os nus de la réalité. Je suis recroquevillée sur mon nouveau canapé, une modeste trouvaille d'occasion que Léa m'a aidé à monter les marches le week-end dernier, examinant des dossiers de patients lorsque des phares balaient le mur de mon salon. Une portière de voiture claque. Puis une autre. Une troisième. Mon estomac se serre. Je reconnais ses pas sur le chemin avant que la sonnette ne retentisse. L'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone confirme ce que mon corps avait déjà pressenti. Mes parents et Antoine, blottis sous un seul parapluie sur mon porche, leurs visages tirés et désespérés. Je songe à ne pas répondre. Les laisser sous la pluie comme je suis restée dans une maison vide il y a 3 mois. Mais ce n'est plus qui je suis. Plus maintenant. Quand j'ouvre la porte, maman s'avance la première, son mascara traçant des rivières sombres sur ses joues. Hélène. Dieu merci. Nous n'avons nulle part où aller. Papa semble plus petit, ses épaules courbées contre la pluie battante. La situation toulousaine. Ça n'a pas marché. Antoine les dépasse tous les deux, l'eau dégoulinant de sa veste en cuir sur mes parquets fraîchement rénovés. Tu dois réparer ce que tu as cassé, il claque. Ils ont dû vendre leur voiture juste pour rentrer ici. Je ne dis rien. Je m'écarte simplement pour les laisser entrer dans l'entrée. La maison qu'ils ont dépouillée contient maintenant juste assez de meubles pour leur rappeler ce qui manque. Mes meubles. Ma maison. Après tout ce que nous avons fait pour toi, maman murmure, sa voix se brisant avec une précision calculée. J'ai changé tes couches. Je t'ai soigné pendant la varicelle. Je t'ai aidé à postuler à l'école d'infirmière. J'ai répété ce moment en thérapie, sous la douche, en fixant mon plafond à 3 heures du matin. Pourtant, maintenant qu'il est là, un calme étrange s'installe en moi. Je ne ressens plus de rage. Juste de la clarté. Voulez-vous vous asseoir ? Je demande, désignant le salon. Ils échangent des regards confus avant de me suivre. Les yeux de papa se posent sur la cheminée, où leur portrait de mariage était autrefois accroché. À sa place se trouve une copie encadrée de ma licence d'infirmière. Quand j'avais 16 ans, je commence, perché sur le bord de mon fauteuil. J'ai accidenté la voiture de papa. Vous vous souvenez ? Vous m'avez privé de sortie pendant 3 mois et m'avez fait travailler à l'entrepôt de l'oncle Philippe pour payer les réparations. Papa fronce les sourcils. Qu'est-ce que cela a à voir avec ? Vous m'avez enseigné les conséquences, je continue. La responsabilité. Le fait de payer mes dettes. Je tends la main vers le dossier sur ma table basse. J'ai donc gardé trace des miennes. Et des vôtres. J'ouvre le dossier et en retire une pile de relevés bancaires, soigneusement surlignés en jaune. 78 000 €. C'est ce que j'ai payé pour le prêt immobilier et les taxes foncières sur 7 mois. Je les pose sur la table. Plus 23 000 € de dettes de carte de crédit que j'ai contractées pour vous garder un toit sur la tête. La main de maman se porte à sa gorge. Hélène, nous n'avons jamais demandé. Ensuite, je sors mon téléphone et ouvre Facebook. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine, vous avez posté ceci. Je fais défiler leurs photos souriantes de Toulouse. Les dîners au restaurant de Grillade. Les virées shopping. La visite du vignoble. Des choix budgétaires intéressants pour une famille en crise financière. Antoine se tortille. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Non. J'extrais la note manuscrite d'une pochette de protection, maintenant encadrée professionnellement. Est-ce que ça, c'est assez réel ? Merci d'avoir réparé notre crédit, raté. On déménage à Toulouse avec Antoine. Ne nous appelle pas, ma voix ne tremble pas. L'écriture de maman. Le sentiment de papa. Votre cadeau d'adieu collectif. Le silence s'épaissit jusqu'à ce que papa se racle la gorge. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Désolés d'avoir été pris, je le corrige. Désolé que votre plan ait échoué. Je place le dernier document sur la table, une déclaration notariée de Chloé. L'ex-petite amie d'Antoine avait une sacrée histoire à raconter. Comment vous avez planifié cela pendant des mois ?
Comment vous avez discuté de la vente de ma maison pendant que je faisais des doubles quarts pour la sauver? La façade de papa se fissure. Ses yeux cherchent la sortie comme un animal acculé. Tu n'avais pas le droit de monter Chloé contre nous. Je n'ai monté personne contre vous. Vous l'avez fait vous-même. Les larmes de comédie de maman cèdent la place à quelque chose de plus féroce, de plus laid. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Sa voix s'élève. Où sommes-nous censés aller? Au même endroit où j'étais censé aller quand vous avez vidé ma maison et essayé de la vendre sous mon nez. Les mots viennent facilement maintenant. Vous ne m'avez jamais considéré comme de la famille, juste comme une ressource à utiliser. Un problème pour résoudre vos problèmes. Antoine se jette en avant, son doigt pointé vers mon visage. Tu te crois si parfaite? Tu as volé notre maison. Votre maison? Je me lève, égalant sa taille. La maison que j'ai sauvée avec mon argent? La maison que vous avez abandonnée? Cette maison-là? Sa bouche s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Aucun son n'en sort. Par mes fenêtres avant, je remarque Madame Dubois qui regarde derrière ses rideaux. 2 portes plus loin, la famille Martin a interrompu sa promenade du soir avec le chien pour observer le drame se dérouler. La honte de ma famille est maintenant aussi publique que leur trahison. Vous pouvez loger au motel 6 sur l'avenue Jean Jaurès, dis-je calmement. J'ai réservé 3 nuits, payées d'avance. Après ça, vous vous débrouillerez seul. 3 nuits? La voix de maman se brise. Qu'est-ce qu'on est censé faire après ça? Je me dirige vers la porte et l'ouvre. La pluie a ralenti pour devenir une légère bruine. Débrouillez-vous, comme j'ai dû le faire. Un par un, ils passent devant moi. Papa s'arrête sur le seuil, son parfum familier se mêlant à l'odeur de la terre après la pluie. Nous sommes toujours tes parents, Hélène. La biologie ne fait pas une famille, je réponds. Les actions, oui. Je referme fermement la porte derrière eux et enclenche le système de sécurité. Le bip électronique résonne dans mon espace récupéré. Par la fenêtre, je les regarde s'éloigner sur le chemin, passant devant le gnome en pierre au sourire ébréché. Je ne les ai pas détruits, je murmure à la pièce vide. Ils se sont détruits eux-mêmes. J'ai juste arrêté de les sauver. Le poids que j'ai porté si longtemps glisse de mes épaules comme de l'eau. Je me retourne vers ma maison, modeste, incomplète, mais indéniablement mienne. Dehors, les nuages d'orage se dispersent, révélant une étoile solitaire dans le ciel crépusculaire. La première chose claire que j'ai vue depuis des mois. Le soleil matinal réchauffe mon visage alors que je m'agenouille dans la terre fraîchement retournée. 1 an plus tard, mes mains se souviennent encore du vide de cette maison. Maintenant, elles enfoncent des jeunes plants dans la terre où le barbecue négligé de papa ramassait autrefois la rouille. Des soucis, des zinnias et des cosmos, des fleurs vives et résistantes qui reviennent saison après saison. Elles poussent bien, lance Madame Dubois de l'autre côté de la clôture. Plus seulement une voisine qui arrose les dahlias, mais une amie qui apporte du pain fait maison le dimanche et écoute mes histoires sans jugement. Tu devrais voir l'intérieur, je réponds, essuyant la terre de mes genoux. L'atelier d'art est enfin terminé. Ce qui était autrefois le bureau poussiéreux de papa, où il complotait des combines financières qui ne se sont jamais concrétisées, déborde maintenant de lumière naturelle. Des tables tachées d'argile tiennent des tasses et des bols à moitié finis. Mes doigts trouvent la paix en façonnant quelque chose à partir de rien. La chambre d'amis à l'étage est prête pour Lucie, l'étudiante en soins infirmiers que je parraine. Sa situation reflète la mienne il y a des années, talentueuse, mais noyée dans les obligations familiales. La différence? Elle aura quelqu'un de son côté cette fois-ci. Le docteur Dubois dit que le mentorat fait partie de ma guérison. En thérapie, j'ai appris à nommer ce qui s'est passé. Abus financier. Les mots me restent parfois en travers de la gorge, mais chaque semaine, ils viennent plus facilement. La famille n'est pas toujours celle qui vous a élevé, m'a-t-elle rappelé la dernière séance. Parfois, c'est celle qui vous aide à vous élever vous-même. Le groupe de soutien que j'anime à l'hôpital de Rennes hoche la tête en reconnaissance lorsque je partage cela. 8 autres survivantes. Toutes apprenant à démêler l'amour de l'exploitation. Quand un nouveau membre murmure, mais leur famille, je ne tressaillis plus.
Chloé envoie parfois des SMS à propos d'Antoine. Des emplois de débutants. Des colocations. Mes parents se sont séparés il y a 6 mois. Maman dans le sous-sol de l'oncle Philippe. Papa dans un studio. Le rêve toulousain s'est dissous comme du sucre sous la pluie. Je ne ressens rien en lisant ces mises à jour. Pas de satisfaction. Pas de colère. Juste une distance paisible. Comme regarder les vagues depuis un rivage vers lequel je n'ai plus besoin de nager. La sonnette retentit. Léa arrive la première pour la pendaison de crémaillère, les bras chargés de cidre pétillant et d'assiettes en carton. Cet endroit est incroyable, dit-elle, observant les murs maintenant couverts d'œuvres d'art locales. Les parquets rénovés. Les étagères remplies de revues de soins infirmiers et de livres de poterie. Les invités arrivent tout au long de l'après-midi. Ma famille choisit. Madame Dubois apporte sa fameuse tarte aux myrtilles. Des collègues des urgences. Des amis du cours de poterie. La maison se remplit de rire là où autrefois mes pas résonnaient contre des murs nus. Léa lève son verre alors que le soleil couchant dort la salle à manger. À Hélène, qui nous a tous montré ce à quoi ressemble vraiment la force. Plus tard, quand tout le monde est parti, je m'assieds avec l'album photo que j'ai enfin ouvert. Des photos de ma maison d'enfance, maintenant arrangées à ma façon. Maman et papa sourient derrière une vitre, figés dans un temps avant que la trahison ne nous détricote. La photo de remise de diplôme d'Antoine. Toutes affichées non pas comme des blessures, mais comme des chapitres d'une histoire plus longue. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de secourir ceux qui vous blessent à plusieurs reprises. Les limites les plus dures protègent les cœurs les plus doux. Sur le banc du porche, je regarde les lucioles clignoter dans le crépuscule. Le poids des clés de la maison dans ma paume me semble juste. Mérité. Le jardin que j'ai planté fleurira le printemps prochain et le printemps d'après. Les racines poussent plus profondément que quiconque ne le voit. C'est ma maison, récupérée, renouvelée et enfin en paix.